Salut les gens et bienvenue dans Focus, le podcast qui parle de photos sans se prendre la tête. Moi, c'est Bruno, ou John Bruno si tu préfères. Je suis photographe de portrait depuis 2020, humaniste et bienveillant, toujours dans le doux et le naturel. Je serai accompagné chaque mois d'invités passionnants du milieu artistique pour papoter autour d'une thématique qui nous embête, mais pas pour se prendre la tête. Rencontre des artistes inspirants et découvre leur univers, leurs anecdotes et leur avis parfois tranchés. Cet espace d'écoute est un endroit d'expression libre. Ainsi, je t'encourage à donner ton opinion en commentaire et laisser un avis positif si le podcast te plaît. Allez, je fonce retrouver l'équipe qui s'impatiente. On a plein de choses à raconter. Restons focus. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, j'ai avec moi trois super modèles, trois super intervenants pour notre podcast du jour. Je vais les laisser se présenter, mais vu qu'il y a des timides, je vais commencer. Je n'ai visé personne, elle se cache. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bruno, alias John Bruno sur les réseaux. Je suis photographe de portrait depuis 2019. Style chaleureux, naturel, humaniste, doux, poétique. D'autres adjectifs? Lyrique. Lyrique, merci, très bien. Non, je suis pas vraiment d'accord, mais ok, je prends quand même. Je fais des formations et je fais du portrait autour de la région toulousaine. Notre première intervenante à se présenter, ça va être... Enchantée, je suis Dana Limi sur les réseaux. Je suis mannequin depuis 2 bonnes grosses années maintenant, agencée depuis 1 an et demi. Et j'aime bien être identifiée comme une créature quand je travaille sur mes projets artistiques. Mais je fais un peu de tout, et autant d'artistique que de plus naturel, et voilà, je m'éclate. Donc bonjour, moi c'est J'adore du coup, sur Instagram. Et donc je suis modèle photo depuis à peu près 4 ans, 5 ans, ouais par là. Et donc moi non, je suis pas en agence par contre. Et moi ce que je fais c'est surtout du fashion, de l'édito et du boudoir. Voilà, j'aime bien mélanger plusieurs styles. Et je fais aussi de la prévention sur les relations modèle-photographe sur Instagram. Et enfin, nous avons... Moi, c'est Laura, du coup, Lorca sur Instagram. J'ai commencé la photo quand j'avais 16 ans, 16-17 ans. Et depuis, je continue, ça va faire 10 ans maintenant. J'étais en agence bien plus jeune, mais après j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas trop. Et là, je fais juste de la photo par pur plaisir, voilà, pour m'éclater et rencontrer de nouvelles personnes et m'amuser avec mes amis. La thématique du jour, ça va être de parler du rapport entre les modèles et les photographes. Alors, c'est un rapport qui est toujours un petit peu délicat, complexe, et qui peut être source de beaucoup d'angoisse et d'inquiétude d'un côté comme de l'autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'avais décidé de rassembler 3 modèles expérimentés pour justement en parler. Nous allons parler de cette thématique, de l'insécurité, sur les bons gestes à prendre, ou les actes, les comportements à surveiller. Et d'un autre côté, nous allons également parler du fait de devoir dénoncer ou pas des actes qui peuvent être répréhensibles ou dérangeants sur la sphère photographie qu'on peut rencontrer dans la sphère entre les modèles et les photographes. C'est une question qui est large. Aussi, aujourd'hui, on risque aussi de parler de sujets un peu lourds. Donc il y a un trigger warning qui s'active dès maintenant, éventuellement qu'on puisse parler de violence, d'agression, de propos déplacés, de harcèlement. Avant d'entamer véritablement cette thématique-là, je voulais vous demander à chacune quel était votre rapport à l'art, vous, au niveau de la photo. Est-ce que vous avez commencé par une volonté de créer de l'art, ou plutôt de vous explorer? Dites-moi. Jade, par exemple. Moi, en vrai, j'ai toujours fait eu un rapport à l'art en général depuis toute petite. Quand j'étais petite, c'était surtout le côté stylisme en fait qui m'intéressait. Donc, je faisais des petites robes pour mes poupées, ce genre de choses. Et après, j'ai toujours participé pendant les voyages avec mes parents aux photos de famille. J'aimais bien faire des photos. Et aussi avec du coup après mes copines plus tard. Et un jour, il y a un photographe qui m'a donc repéré sur Instagram, qui m'a contacté pour un shooting que j'ai fait. En plus, il avait un style assez dark, que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et en fait, c'est là que j'ai découvert vraiment un énorme coup de cœur pour la photo. J'ai beaucoup aimé cette manière de s'exprimer en fait à travers le regard, le corps, tout ça. Je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Comment est-ce que tu te perçois différemment
par rapport à la Jade du premier shooting à la Jade d'aujourd'hui en termes de modèle? En termes de modèle, il y a déjà ce côté, avant il y avait quand même un petit peu de timidité, maintenant il y a de la confiance en moi qui s'est développée, même en termes de posing, de regard, tout ça c'est des choses qui se travaillent. Parce que être modèle photo, c'est pas seulement être jolie entre guillemets comme on dit, c'est tout un travail en fait. Et tenir des poses, c'est pas si facile, avoir les idées des poses non plus. Laura, qu'est-ce que t'en penses? Quand je me suis lancée, et ben, en fait, c'est ma mère qui me prenait en photo depuis que je suis toute petite. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de me faire prendre en photo. Et on avait toujours plein de belles robes à la maison parce qu'elle travaillait pour des maisons de robes de mariée. Et bah, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vouloir être mannequin du coup au début vraiment professionnel. Donc je me rappelle, je m'étais fait un book à 16 ans. Mais j'ai vite vu que j'avais du mal avec mon image. Sur les photos, je me disais non mais jamais je pourrais être mannequin, j'ai pas le corps qu'il faut. Et finalement, c'est un peu aussi la photo qui a fait que j'ai moins ce ressenti-là vis-à-vis de moi. Ça m'a aidé aussi à voir moins mes défauts. Et toi, Dana? Moi, j'ai été anorexique pendant 3 ans. Et du coup, c'était extrêmement difficile d'un point de vue physique de s'accepter et de se regarder. Quand je suis sortie de ça, il a fallu que je trouve un moyen de m'exprimer autre que écrire ou rester enfermée dans une pièce. Du coup, j'ai tenté la photo et ça a été vraiment magique de voir qu'en fait, le corps, c'est un moyen d'expression sans limite. Sauf que du coup, j'ai pas eu envie d'explorer le beau, mais le laid pour le rendre beau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je crée, c'est vraiment pour déranger et interpeller, plus que pour me trouver jolie. Et du coup, j'en arrive à apprécier mon image à travers des choses qui sont désagréables au départ. Et je crois que c'est la meilleure revanche en fait. Est-ce que d'une certaine manière, ça t'a permis de te réconcilier un petit peu avec toi, avec ton corps, ou avec ce que tu dégages, disons? En vrai, je crois que c'est même encore plus loin que ça, c'est que du coup, j'ai réussi à jouer avec les démons que je pouvais avoir à l'époque. C'est-à-dire que dans tout ce que me renvoyait mon reflet, et notamment tout ce qui va être lié à la dysmorphie, etc., il y a une image qui est très erronée et excessive en fait. Soit on est trop quelque chose, soit on l'est pas assez. Et du coup, c'est vraiment ce que je veux donner dans mes directions artistiques. Cette impression que il y a toujours quelque chose de trop dérangeant ou trop perturbant, et du coup, je pense que je m'amuse de ça aujourd'hui. Et comme Laura, il y a un plaisir qui en découle de créer des créatures ou des émotions à travers des images qui à la base sont pas forcément belles mais le deviennent. Je pense que la plupart des modèles, on commence toujours la photo pour reprendre confiance en nous. Il est vrai que l'immense majorité des gens avec qui me contactent, donc sachant qu'il y a beaucoup de modèles qui sont des premiers shootings avec moi, il y a beaucoup de gens effectivement qui veulent reprendre confiance en leur corps. Et je dirais même au sens plus large, qui veulent reprendre confiance avec leur image, leur manière de s'exprimer. Ça peut être après une perte de poids, après une guérison, après un enfant, après une rupture souvent, et des fois après un décès. La photo, elle a ce pouvoir un peu magique des fois de nous permettre de nous réinventer, de se réapproprier son image. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de la relation entre le modèle et le photographe. La création en tant que telle, dans le process entre modèle et photographe, il s'agit vraiment d'une alchimie artistique entre un projet, une rencontre, etc., etc. Le but étant que cette relation, elle peut être fragile, comme elle peut être extrêmement riche, et elle peut démultiplier l'aspect créatif. On peut tous arriver donc à des projets qui peuvent nous transcender, si tant est que la relation modèle-photographe soit saine et riche. Donc aujourd'hui, on va parler des points positifs et des points négatifs à surveiller. Étant le seul photographe, je vais mettre un peu de recul dans la discussion, pour être un petit peu en retrait, pour surtout vous observer vous écouter vous, et que chacun puisse aussi vous écouter, pour que je vous parliez de votre expérience, et surtout de vos ressentis. Est-ce que vous avez des comportements à valoriser au moment de la préparation du shooting, au moment de la communication avant le shooting? Est-ce que vous avez des choses à partager? Moi, je trouve que déjà, c'est important quand un photographe contacte, et inversement, hein, quand l'un contacte l'autre, d'avoir toujours vraiment un projet ciblé en tête, ne pas venir les mains dans les poches en disant « je veux juste une collaboration ». Qu'il y ait une étude au préalable du travail des différentes personnes, parce que c'est vrai que je te rejoins, Jade. Proposer une collaboration, ok, s'il y a un projet, etc. Mais il y a aussi l'idée de respect du travail de la personne qu'on contacte.
Une personne qui va te contacter, qui va juste copier-coller un message et qui va ni te suivre, ni avoir conscience de ton travail et du coup te proposer un projet qui n'a rien à voir avec ce que tu fais d'habitude. Bon, ça peut être un moyen de faire quelque chose de différent, c'est pas ce que je dis, mais juste comme ça, parce qu'il faut trouver quelqu'un, on n'a pas l'impression d'être valorisé dans le travail qu'on fournit et du coup dans notre individualité. Je vais pas écrire à un photographe en mode j'adore ton travail alors que je ne sais même pas qui c'est et que je suis pas son compte. Il n'y a aucune raison que je le fasse. Bon, là, c'est Bruno, le photographe, qui va s'exprimer. Il faut savoir que c'est le genre de message que je reçois énormément de la part de Marielle. Moi, je suis professionnel depuis 2020. Ce genre de message, je reçois, je dirais, 2 ou 3 par semaine. Un projet, une discussion en amont, c'est comme pour toutes les relations humaines. C'est la création d'un échange, d'un feeling. C'est aussi apprendre à connaître les professionnels avec qui on va travailler. On parle d'une rencontre, en fait. Mais totalement. Et je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas ce respect mutuel, cette reconnaissance du travail de l'autre et évidemment de ses valeurs humaines, parce qu'on ne travaille pas avec des personnes qui ont des valeurs diamétralement opposées aux nôtres. Mais du coup, il y a quand même vraiment ce développement d'une relation humaine avant d'avoir une relation professionnelle. Et c'est hyper important de valoriser cette communication-là. Expliquer le lieu, l'ambiance, le mood qui va arriver avec des moodboards, etc. Après, c'est bien d'avoir des moodboards, mais c'est vrai que la modèle, je pense qu'elle a quand même quelque chose à dire sur, par exemple, l'événement qu'elle veut mettre. Donc, quand les photographes sont vraiment fermés sur une tenue alors qu'elle n'est peut-être pas forcément à l'aise, même si c'est peut-être pas forcément à 100% dans le moodboard, je pense qu'il y a des choses qu'il faut quand même... il y a une communication à se faire à ce sujet-là. Et être complètement fermé, non, parce que c'est pas le moodboard, c'est pas ça que je veux, mais du coup ça bloque. Après, ce qui est chouette, je trouve, c'est quand on propose un projet, donc une idée de base, et qu'en fait, chaque intervenant sur le projet, il ramène sa patte. Ouais. Et du coup, ça fait peut-être un autre projet, mais est-ce que c'est pas mieux ? D'où le principe de la communication. Plus tu échanges avec la personne, plus effectivement les univers se mélangent. Il faut partir du principe qu'on est ouvert. Bien sûr. Oui. Moi, quand j'arrive avec un moodboard, en général, c'est un fil conducteur qui est quand même le plus étoffé possible. Et ensuite, c'est carte blanche pour les personnes que je contacte, sinon je les contacterai pas. C'est un point de départ, finalement. Bien sûr. Voilà, je parle en tant que photographe. Si on part d'un modèle qui nous inspire énormément, dire j'aimerais absolument ça, ça et ça, si la modèle ou le modèle n'a pas son mot à dire et finalement ne fait que subir, que reproduire ce que le photographe désirait, du coup, il s'agit juste du projet du photographe et que là, on n'appelle plus tellement le modèle pour sa capacité à être un modèle, sa compétence modèle, mais plutôt juste sa fonction cintre d'être juste beau et basta, quoi. Donc du coup, on reste sur cette idée de si la relation, elle est valorisée dans les deux sens, on permet au photographe de s'exprimer en tant qu'artiste, on permet au modèle de s'exprimer en tant qu'humain, et de pas juste être une plante verte parce qu'elle est jolie, voilà, tout le monde s'en portera mieux, quoi. Et je me permets d'ajouter que c'est la même chose pour tous les corps de métier, parce que là on parle de photographe à modèle mannequin, mais il en va de même pour les make-up artistes, les fashion designers, etc. C'est une communication qui est globale, et je le précise parce qu'on a tendance à oublier les autres corps de métier artistiques. Est-ce que vous auriez des choses sur lesquelles il faudrait plutôt être méfiant ou prudent en amont? Les messages de drague. Les messages de drague, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliciter ça? On parlait de relations humaines tout à l'heure, et c'est le cas. Quand on développe une communication, on apprend à connaître la personne autant que son travail. Parce que c'est comme ça que ça crée effectivement ce feeling qui, pour moi, est essentiel au bon déroulé d'un shooting, qui plus est quand il est en collaboration. Donc monter un projet en commun, etc. Par contre, quand c'est une communication qui devient ambiguë d'un côté, pour telle ou telle raison, parce qu'il y a une grande différence entre dire à quelqu'un j'adore ton travail et t'as vraiment un corps incroyable. C'est des choses qui sont pas du tout pareilles et qui en fait renvoient pas du tout le même message. Et qui sont pas du tout ok au final, parce que on va pas commenter le physique de la personne, on va en fait valoriser son travail, donc la manière dont elle exprime les choses, par son corps, certes, mais dans cette forme d'expression-là. Du coup, il y a des limites aussi d'un point de vue des termes utilisés. Pour moi, c'est déjà une forme de red flag qui parfois est juste maladroite, mais qu'il faut quand même stopper vite pour pas qu'il y ait de non-dit, sur les compliments qui ressemblent plus à de la drague et du coup à une approche ambiguë. Ouais, et puis ils n'ont pas lieu d'être surtout. En fait, il faut juste comprendre qu'un shooting photo, ça reste un cadre professionnel. Et donc, tout ce qui va être du personnel
Et la drague, ça n'a rien à voir dans ce cadre-là, quoi. Donc même les petits surnoms chouchou, ce genre de choses, à éviter, quoi. C'est ok de s'entendre avec une personne, c'est ok de faire de rire, même de se livrer. Voilà, je suis le premier le placé pour savoir que je me suis fait des tonnes d'amis et plus encore depuis que j'ai commencé la photo. Donc du coup, évidemment, de faire des belles rencontres, c'est super. Par contre, effectivement, dès qu'on commence à toucher une espèce d'ambiguïté, ça devient tout de suite plus gênant. Là-dessus, il faut vraiment s'écouter, il faut vous faire confiance. Moi, comme photographe, je suis un peu en décalage avec ça, forcément, parce que je ne le subis pas et je ne vais pas prétendre le subir. Mais j'ai entendu des dizaines, des centaines de témoignages féminins qui parlent de ça, de cette espèce de harcèlement constant, ce sexisme constant qui vise à sexualiser les corps en permanence, même quand il s'agit d'art qui est justement désexualisé. Mais je vais faire une remarque au global, mais commenter ou critiquer le corps d'autrui, déjà de base, c'est dérangeant. Alors quand c'est dans un cadre professionnel, ça l'est d'autant plus. Et ça met une espèce de frontière, de barrière qui est juste qui casse cette relation qui devrait être saine en fait. Je pense qu'il y a aussi des choses qui sont maladroites et qui sont liées à un travail de déconstruction qui n'a pas forcément été fait. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut le communiquer immédiatement pour éviter cette escalade de compliments maladroits ou de surnoms qui n'ont pas lieu d'être. Mais il y a aussi à prendre en compte le fait que quand on échange avec un photographe, quand un mannequin ou modèle femme échange avec un photographe homme surtout, il n'y a pas un rapport homme-femme, il y a un rapport professionnel à professionnel. Ce qui fait que pour le coup, on devrait échanger d'humain à humain et pas de homme qui potentiellement pourrait draguer cette femme-là, et inversement. De mannequin qui draguerait le photographe, ça peut arriver dans les deux sens. En tout cas, sur un premier échange, si plus tard le feeling passe bien, etc., ça c'est des choses qui les regardent, mais dans un premier contact, avant la réalisation d'un projet, non, ça n'a pas lieu d'être. Maintenant, on va essayer de parler d'un rapport que vous pouvez avoir avec un ou une photographe. Comment est-ce que vous vous sentez en confiance, vous personnellement, avec votre photographe? Est-ce que c'est avec le temps, avec une séance, 2 séances, 3 séances, 4 séances, où vous vous sentez vraiment à l'aise? Je fonctionne beaucoup à l'intuition et au feeling avec les gens. Bon, évidemment, je peux me tromper, c'est normal. Mais déjà, dès le premier shooting, j'arrive à savoir si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Déjà dans les messages. Ouais. Et après, ouais, c'est au feeling. Évidemment, je travaille avec des gens qui ont déjà travaillé avec d'autres personnes, donc je sais déjà plus ou moins si c'est bien passé, de toute manière. Mais ouais, je travaille beaucoup, j'y vais beaucoup au feeling, ouais. C'est vrai que je trouve que c'est hyper important d'écouter son instinct en tant que modèle. Parce qu'il y a beaucoup de fois où j'ai senti instinctivement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, même avant un shooting. Et donc des fois, je me suis dit, par exemple, ça m'est arrivé à Lyon pour un photographe qui m'avait contacté. Donc en fait, quand j'ai regardé son profil, que j'ai échangé avec lui, je sais pas, j'ai une petite... il y a un truc qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. Donc je me suis dit, bon, pour être sûre, je vais contacter des modèles qui ont shooté avec lui un peu partout dans son feed. Et j'ai quand même eu la moitié des témoignages où bon, c'était pas très safe, quoi. Sachant que toi, tu fais du nu et du boudoir, est-ce que ta relation avec le photographe, elle exige d'avoir une confiance absolue pour que tu arrives à faire ce genre de photos? Ou est-ce que tu es capable de le sentir dès le premier shooting avec la personne? Qu'est-ce qu'il te faut justement pour cocher cette case de « avec cette personne, c'est OK ». Alors déjà, moi maintenant, je me suis fixé ce truc de ne jamais faire un shooting nu au premier shooting. J'aime bien faire ça au second shooting ou encore plus loin si jamais je me sens pas à l'aise encore au deuxième ou jamais, c'est possible. Mais voilà, toujours je me fixe cette règle parce que je me dis que ça peut quand même sauver. Ou alors, à tout moment, je peux finir par faire des photos en nu caché à la fin d'un shooting. Ça, c'est possible aussi. Ça m'est déjà arrivé en fonction de comment je me suis sentie pendant le shooting. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai toujours ce truc où il y a plein de petits green flags, entre guillemets, à cocher. Et aussi, c'est vraiment un ressenti. Tu vois très vite, en fait, quand une personne, elle est intéressée par la photo ou par un corps, de toute façon. Et ouais, c'est ça. Et si la personne, elle est ouverte ou qu'elle te propose, si jamais tu as envie de venir accompagner, moi, ça, c'est un test que je fais systématiquement pour faire du nu. C'est que tout le temps, je me dis, bon, j'envoie un message au photographe, je lui dis, oui, bon, du coup, par contre, est-ce que c'est possible que mon copain puisse venir au shooting
voilà. Et puis en fait, s'il me dit non, bah, je sais très bien que ça va être un non net. C'est non négociable. S'il me dit bah pas de souci, en plus tiens ça va me faire un assistant, bah écoute let's go, tu ramènes ton mec, y a pas de problème. C'est Bah, je me dis rassurant, bah franchement c'est Oui, là, tu sais que bénef, peut-être quoi. là, il est pas là pour ça, quoi. Ouais c'est ça. Et il y a plein de petits gestes comme ça qui sont rassurants en amont et même après pendant le shooting, il y a plein de choses aussi, plein de petits gestes qui montrent que. Et quand il y a tous ces gestes qui sont réunis, ou en tout cas la majeure partie, je sais qu'en fait le shooting c'est bon, c'est clean. Il te c'est faut un cool. peu des gages de confiance. on dirait. Ouais, ah oui j'en ai besoin. Moi maintenant, en tout cas quand j'accepte encore les collaborations, je favorise vachement les personnes avec qui j'ai déjà travaillé ou avec qui j'échange depuis longtemps. Ok. Parce que en fait c'est vraiment pour moi un gage de qualité humaine, artistique et du coup professionnelle, mais aussi un gage de bon moment parce que pour moi faire une collaboration, en tout cas aujourd'hui dans la professionnalisation, c'est s'assurer du coup une bonne ambiance le jour du shooting et un bon échange artistique qui va favoriser un bon résultat aussi du coup. Parce que c'est des personnes avec qui j'ai déjà bossé, avec qui j'ai envie de rebosser et pour le coup avec qui il va y avoir ce naturel dès le départ dans nos manières de travailler, nos propres limites et le résultat qu'on veut, enfin dans cette ligne directrice qu'on a. Du coup je trouve ça hyper important, en tout cas le temps passant, de développer des groupes et des équipes sur qui on peut compter. Pour la suite de cet épisode, j'avais envie de parler du fait de dénoncer ou pas des photographes. Alors, on est dans un milieu professionnel, et dans chaque milieu professionnel, il y a des comportements problématiques. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on commence par le fait de parler de la relation modèle-photographe, parce que cette relation peut être rapidement ambiguë, rapidement fragile, à la fois très riche, mais aussi à la fois qui peut être sujette à déviance et en même temps à se transcender en tant que photographe, en tant que modèle. Bref, il peut y avoir plein de choses dans cette relation, elle est très riche. Dans notre milieu professionnel, effectivement, il y a des comportements qui sont problématiques. Beaucoup de photographes ont été affichés, dénoncés, par leur comportement envers les femmes, par des messages inappropriés, par des gestes déplacés, par des agressions physiques et des violences sexistes et sexuelles. Je ne vais clairement pas en faire la liste ici, ni dénoncer des personnes en particulier, ni citer de noms, mais c'est des cas qui font légion, et si vous êtes dans la sphère photo sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces personnes-là, et d'autant plus, il y a quelques mois, je crois, quelques années, où il y a eu un mouvement qui s'appelait Balance ton photographe, qui a beaucoup tourné sur Twitter, il me semble. La bonne question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on sécurise notre relation modèle-photographe? Est-ce qu'il faut ou pas dénoncer les photographes qui posent problème? Est-ce qu'il faut crier sur la place publique de qui il s'agit et ce qu'ils ont fait? Ou est-ce qu'il faut plutôt ne rien dire, laisser le doute, voilà, le bénéfice du doute plutôt? C'est un débat qui est plus systémique que inhérent spécialement au monde de la photo, qui touche des problématiques autour du féminisme dans la société. La relation entre modèle et photographe étant tellement particulière, il est important qu'on se pose la question dans le monde de la photographie. Alors, moi en tant que photographe, je vais me mettre un petit peu en retrait de cette question-là, même si j'ai mon avis sur la question, mais j'avais envie de faire intervenir les différentes modèles qui sont aujourd'hui. La bonne chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'agir. La question, ça va être vraiment de vous, quand vous écoutez, de vous positionner, de vous demander, selon vous, qu'est-ce qui est le mieux. Avant de faire intervenir mes super modèles, j'ai décidé de faire parler un autre photographe, en la personne de Rémi Zorg sur les réseaux sociaux, qui est un photographe militant dans les cercles féministes sur Paris, avec qui a déjà participé à un des podcasts quand il s'agissait de savoir s'il fallait s'engager en tant qu'artiste au moment des élections. Lui a un avis très tranché et c'est ce pourquoi j'avais envie de le faire intervenir. Je vais lire le texte qu'il m'a préparé. Pour moi, l'engagement de ce côté-là, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dans la photo, mais aussi en dehors. C'est un engagement féministe que je pratique en lien avec des collectifs militantes en manif, action ou ailleurs. Je précise que je dis tout cela en toute humilité, parce que je suis un homme et que je fais partie du problème à mon échelle. Quant à savoir s'il faut call-out ou dénoncer, je dirais que c'est avant tout une question personnelle de prise de risque en fonction de sa situation. L'objectif collectif, c'est 1.
que les potentielles victimes des agresseurs aient l'information pour s'en protéger avant que ça n'arrive. 2. Retrouver et aider les victimes, leur permettre de se regrouper. 3. Que les agresseurs soient traduits en justice si c'est le souhait des victimes. Il faut savoir que la justice est dysfonctionnelle et à peine 0,6% des violeurs sont punis. Quand une situation réelle se présente, le call-out est un bon moyen d'atteindre les objectifs 1 et 2 rapidement, parce que grâce à la propagation des informations sur les réseaux sociaux, l'information peut aller très vite. Le risque, c'est que ça donne des outils juridiques à l'accusé pendant le procès, et ça peut lui permettre d'ouvrir une plainte en diffamation, devant chaque personne qui a communiqué. Et souvent, en plus de ça, les diffamations sont plus rapides que les plaintes pour VSS. C'est donc là où ça devient pour moi un choix personnel, parce qu'on prend des risques pour soi, en particulier quand on est une femme modèle, et que sa carrière est déjà fragile, et peut être remise en jeu par le fait de communiquer publiquement. De mon côté, je n'ai aucun problème de carrière, la photo c'est un poil plus jouable que le mannequinat, et je suis un homme. J'ai envie de faire ce que je peux à mon échelle, donc je décide sciemment de prendre ce risque, parce que c'est, à mon avis, la seule solution efficace pour combattre les VSS collectivement. D'autres solutions existent, comme passer l'information en privé, ça réduit les chances de diffamation, mais pas non plus à 100%, mais ça touche moins de gens. Le plus efficace est de pratiquer les deux, probablement, et plus on est certain de la faux, plus c'est safe de call-out. Moins on est certain, et plus on est vulnérable, moins c'est safe. Quel est votre avis ? Je tiens juste à rappeler que nous, notre métier ne fait pas partie de la justice. Ce qui fait qu'il faut déjà prendre ça en compte. En parler, c'est essentiel. Dénoncer, c'est pas notre métier, dans le sens où afficher des preuves, afficher des prénoms, mener nous l'enquête, c'est pas notre rôle. Et j'ai envie de dire que ça pourrait même desservir l'enquête ou nous retomber dessus. Parce qu'il faut savoir que on peut être condamné pour diffamation et que afficher un profil avec un prénom bien visible sur les réseaux sociaux, c'est de la diffamation. Donc ça, c'est la toute première chose. Ne pas mélanger les rôles et les métiers. Être mannequin modèle, c'est ni être huissier de justice, ni avocat. Moi, je pars du principe qu'il faut peut-être mettre un message sur Instagram sans mettre les noms. Et ensuite, en général, les gens sont attirés par ce genre de message. Ils vont venir te voir, ah, c'est qui, raconte, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là où, en fonction de la personne que tu as en face, tu peux ou non partager l'information. Avertir, c'est vraiment essentiel parce que plus on a de l'expérience et plus les gens nous font confiance, entre guillemets, plus c'est un rôle indirect qu'on a de prévenir. Et il vaut toujours mieux prévenir que guérir. On ne peut pas non plus aller trop loin et on ne peut pas non plus être insultant. C'est-à-dire que même dans notre manière d'avertir, je vois très souvent des stories qui passent où je me dis c'est contre-productif, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup d'insultes au sein du texte. Et en fait, ça vient desservir le message fondamental qui est ultra important et qui, pour le coup, dans cet avertissement, doit aussi être positif. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire ressortir quand même de l'espoir. Tous les photographes ne sont pas source de méfiance ou problématiques, etc. Donc il y a toujours cet espoir qui, pour moi, est essentiel à encourager et qui est parfois terni par une vague d'insultes ou des prénoms qui sont lancés à la volée, des captures d'écran qui... En fait, parfois on se perd dans le message. Et l'avertissement n'est pas tourné comme il devrait être. Moi, c'est quelque chose que je fais pas mal, la prévention justement. Et ça va aussi par des appels à témoignages. Je sais que je fais des appels à témoignages depuis peu. Donc c'est un sujet qui est assez actuel. Et c'est vrai qu'en fait, je prépare en fait un message qui décrit les gestes de la personne, mais sans jamais afficher de nom, sans jamais donner de localisation ou de détails physiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment un comportement en fait où les modèles peuvent se reconnaître à travers le shooting qu'elles ont fait avec lui. Et donc les modèles concernés vont forcément m'envoyer un message, me demander si c'est tel ou tel photographe. Donc moi je vais les accompagner, je vais leur dire si c'est le cas ou non. Et en fait je vais prendre leur témoignage et après donc nous, on a un groupe, en fait. Je prépare un groupe avec plusieurs témoins et celles qui sont partantes pour pouvoir porter plainte par la suite, grand bien leur face, et celles qui ne peuvent pas, et ben c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et c'est totalement ok de ne pas avoir la force de porter plainte aussi. Des fois, de ne rien dire, ça peut aussi laisser place en fait à d'autres chances à cette personne-là de faire d'autres victimes. Et donc pour moi, c'est super important de bloquer cette personne un maximum, mais donc sans faire de diffamation, ou du moins on va dire en privé, donc c'est moins risqué,
même s'il y en a un petit peu quand même. Mais voilà, et mon but, ça va être d'accompagner les modèles, donc vraiment de leur dire si elles ont envie de me donner leur témoignage, elles peuvent, c'est ok, si elles n'ont pas envie, c'est ok aussi. Et après, si elles sont partantes, on peut aller sur un groupe ensemble où toutes les victimes sont réunies, tout le monde connaît cette personne-là, et donc tout le monde peut se soutenir entre elles, et en plus on peut aller porter plainte tout ensemble pour se soutenir à plusieurs. Après, il faut savoir que la communauté un peu de la photo, elle est quand même assez petite. Enfin, avant, je ne me rendais pas trop compte, mais tout se sait très rapidement. Même quand on n'affiche pas les noms en story, en gros, souvent ça tourne quand même très rapidement. Là, le contre-argument que je dois avoir avec contre vous, je me fais l'avocat du diable, hein, je suis vraiment le méchant. C'est le problème, il est que qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas dans la sphère photo? Des gens qui vont voir ce photographe-là, qui ne communiquent pas avec toi ou avec toi, qui ne sont pas dans les sphères de j'ai parlé à machin qui me dit que, qui n'ont pas ces réflexes d'aller questionner tel ou tel. Mais elle verra pas non plus la story où on l'a affiché avec le prénom. Oui, tu as raison, mais peut-être que là, c'est là où je me dis que, d'une certaine manière, le gars qui s'est fait afficher publiquement, il va être obligé d'être sous les radars pendant un bon moment, ou peut-être que ça va lui faire peur, peut-être qu'il va s'arrêter. Je ne sais pas. Moi, c'est l'argument qui me plaît le plus dans le côté de call out les gens, c'est de me dire, ça va les shame un peu, et de se dire qu'au moins, il y a un bloc contre eux. Oui, mais le problème, c'est que ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas ce qui se passe dans la réalité, dans le sens où tu peux shame un gars sur les réseaux sociaux, ça va durer 3 mois, ensuite les gens vont juste oublier, pour la plupart, et il y a en plus le risque que ton enquête, elle tombe à l'eau, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup trop de diffusion de cette information. Le problème, c'est que en France, on a la présomption d'innocence, et que du coup, on a balancé le prénom d'un gars, aussi coupable soit-il, qui a quand même cette présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été condamné, et qui pour le coup va juste avoir cet argument-là en sa faveur. Bah oui, mais vous voyez bien, moi on m'a pas autorisé à avoir cette présomption d'innocence, on m'a dénoncé sur les réseaux sociaux, mon nom a tourné, j'ai été salie et traînée sur les réseaux. Vous voyez bien que là, dans ma condamnation, ça vient faire tâche. Et à cause de ça, on aura averti une dizaine de personnes, mais on aura peut-être empêché que ce mec-là, il parte en tôle ou qu'il soit vraiment condamné. Et ça, pour moi, c'est pas ok. Parce que le problème de ces stories-là, ça vient juste entraver de manière virtuelle une condamnation qui devrait être physique. Ça, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait du problème que les violeurs sont pas assez condamnés? Ouais, Ah mais c'est ça, la c'est... justice, Oui, c'est- ça, c'est pas notre taf. C'est une honte, Mais est-ce que on c'est est pas une d'accord. alternative du coup? Mais Et en fait- est-ce que justement ce tribunal médiatique, aussi critiquable soit-il, est-ce que mine de rien c'est pas Ça une dépend. espèce d'alternative qui offre une espèce de semi-justice? Mais pour moi, en fait, c'est juste attiser la haine contre une personne. Et à part se prendre un procès pour diffamation ou tout ce que vous voulez, ça sert à rien. Pour moi, vraiment, la meilleure solution, c'est de réunir les victimes et d'aller porter plainte ensemble. Même si ça peut prendre du temps, mais si vraiment la personne a fait des choses qui sont condamnables, il va être condamné. J'ai espoir. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai espoir. Mais après, bien sûr que c'est des procédures qui prennent énormément de temps, qui sont souvent, en plus, quand on va porter plainte en général, ils ne font pas de cadeaux, on va dire, la police, quand on prend des témoignages. Mais voilà, après, pour moi, c'est la solution la plus saine, en fait. Et rappeler aux victimes qu'elles ne sont pas seules. Parce qu'au final, la meilleure chose qu'on puisse faire à travers les réseaux sociaux, c'est de créer un réseau de solidarité et un réseau de bienveillance. Ça, on peut le faire. Ça peut faire partie de notre rôle. On ne peut pas condamner, on ne peut pas faire le procès de quelqu'un, on ne peut pas faire l'avocat de quelqu'un non plus. C'est pas notre rôle. Par contre, on peut être là en soutien et on peut avoir des paroles bienveillantes et surtout être à l'écoute. Et faire de la prévention comme Jade ou toi ont pu faire. Exactement. Par contre, effectivement, la dénonciation a ses limites. Et il faut qu'on se protège nous aussi, mine de rien. Bah écoutez, je pense qu'à travers tout ce qu'on s'est dit, et notre témoignage qu'on avait un petit peu en amont de Rémi, je pense que chacun et chacune pourra se faire son opinion. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, de solution parfaite, vu que la justice est imparfaite. C'est à chacun de prendre ses décisions sur la meilleure manière pour agir. En tout cas, ici, on n'est pas là pour faire des leçons, pour expliquer comment agir. C'est un réseau de bienveillance. Moi, j'aime plutôt bien cette idée-là. Donc, je pense qu'on y participe aujourd'hui, de toute manière. Pour la suite de notre podcast, avant qu'on file vers la conclusion, j'ai reçu du courrier
incroyable. Les courriers des lecteurs du podcast. J'ai KevTuning77 sur Twitter qui me dit à tous les coups, les modèles qui dénoncent mentent pour briser les carrières ou juste faire l'intéressante. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à Kevin Tuning? Les fameuses carrières brisées. Depardieu sort un film actuellement. C'est pas agréable de dénoncer quelqu'un pour dire qu'il t'a agressé ou il se passe un truc bizarre. Donc c'est pas logique. Personne se mettrait dans cette situation-là juste C'est pour ouvrir son cœur aux gens. c'est se mettre à nu quand Ouais, même, d'un côté. c'est dur. Ouais. Pour être honnête, je pense que c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes qui ont... Bien sûr. Voilà. Évidemment. C'est des choses Et- qui bien sûr. arrivent. Mais le cas sur 1000 ne fait pas légion, quoi. Voilà. J'ai reçu un autre courrier de Josette de la Ritournelle qui nous écrit de Versailles. Il faut arrêter d'en faire un flanc. Les jeunes femmes posent nues pour plaire aux hommes. Normal qu'ils soient tentés. Ouh là là. Qu'est-ce que vous allez dire à Josette de la Ritournelle? C'est exactement le même argument que ben non, mais te plains pas, t'as vu comment t'étais habillée, c'est le même argument. En fait, je crois qu'il faut que les gens comprennent que ce qu'on fait, notamment les photos qu'on décide de prendre, les projets qu'on décide de mener, si on le fait pour une raison, on le fait avant tout pour nous. Et nos corps, comme nos choix d'expression, n'appartiennent qu'à nous. Donc en fait, si ça dérange les gens, c'est que ça leur renvoie des choses qui est indépendante de ce que nous, on a envie d'exprimer. Avoir des limites, c'est pas imposer ses limites, et du coup, son mode de pensée aux autres. Enfin, je pense que notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, dans tous les cas. Donc à partir de ce moment-là, bah, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et enfin, nous avons Lulu, 7 ans, qui nous écrit Est-ce que tous les hommes sont des méchants? J'aimerais bien continuer à avoir des copains garçons dans la vie. Je fais comment pour savoir? Moi, c'est Mimi. Mais bien sûr que non. Heureusement. Oui. Et ça, c'est un truc que je remets beaucoup aussi en avant sur les réseaux. C'est qu'à chaque fois, j'ai beau faire des comment on appelle ça? Des appels à témoignages, des vidéos de prévention. Toujours, après, il faut qu'on parle de ça, qu'on dise bah oui, mais malgré tout, il y a quand même tellement de bonnes personnes et en fait, ça fait tellement pencher la balance. C'est une infime partie du monde, alors qu'en réalité, il y a tellement de belles personnes. Et en fait, c'est ça, moi, qui fait vivre à chaque fois au travers de la photo, quoi. C'est qu'il y a tellement de bonnes personnes qu'en fait, toutes les petites parties auxquelles ça s'est mal passé, bah, finalement, ça passe à la trappe. Et j'aimerais rajouter que là, on parle de comportement humain problématique et pas de comportement masculin problématique. Donc non, on n'est pas en train de faire du man-shaming ou de parler essentiellement d'un comportement masculin. On parle vraiment de comportements humains qui sont désastreux. Et ces comportements humains, ils sont quand même vachement, comment dire, teintés de patriarcat dans notre société. Bien sûr. Ce qui fait que, malheureusement, les comportements douteux de certains hommes remettent souvent en avant une espèce de virilité hyper toxique, un masculinisme exacerbé où on valorise la force, la domination, etc. Après ça c'est la société, il faut changer la société. C'est la, un autre c'est la société. sujet. Mais c'est pour ça que la remarque elle est intéressante, c'est qu'on ne parle pas de misandrie, on parle du fait que c'est la société qui est aussi malade de comportements problématiques. Et que ça en fait partie, certes, mais il existe aussi des tonnes et des tonnes de trucs qui permettent de se dire, bah non, heureusement que c'est pas le cas, c'est pas généralisé. Mais par contre, c'est suffisamment grave pour qu'on en parle. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Avant qu'on bascule à la conclusion pour toujours et qu'on termine ce podcast, parce qu'il est grand temps de le terminer, est-ce que vous avez une recommandation à nous faire pour un photographe ou un modèle que vous voulez mettre en avant? De préférence qui est safe, mesdames. Si je réfléchis aux gens toxiques que je connais. on ne prend pas les gens toxiques. Du coup, moi je vais prendre un photographe homme, du coup je pense que c'est plus intéressant dans la conversation. Du coup, je pensais à Jordan, qui fait de la photo depuis quelques années, je crois maintenant, et il s'est mis à la vidéo là récemment. Et pour le coup, c'est un ami. Je sais qu'il est safe à 100% et toujours bonne vibe, de bonne humeur, toujours plein d'idées. Donc voilà, ma petite recommandation. Je valide. Moi, je pense que je vais plus procéder par thème. Par exemple, en termes de photographe boudoir avec qui je travaille très régulièrement, c'est un homme. Et il s'appelle, donc sur Instagram, c'est Boudoir by DPN.
Donc voilà, je travaille vraiment régulièrement avec lui. C'est une personne qui est très saine. Je suis toujours à l'aise. Enfin, vraiment, il sait accompagner tout ça. Après, en termes de plus fashion, on pourrait dire Toniati Production. Emma, oui, bah, c'est pour qu'ils puissent trouver sur les réseaux. Alors, comme on parle des photographes hommes, je recommanderais les yeux fermés, mon cher David Noia, avec qui je bosse souvent et qui est une vraie crème. Donc, ce serait le premier qui me vient en tête. Je recommanderais aussi DG Pierre et Le Gris Anthony sur Toulouse, qui sont deux grandes pépites. Et moi, j'avais pas grand monde que vous avez pas déjà cité. J'ai décidé de citer une modèle que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps qui s'appelle Lindsay Sama sur les réseaux sociaux, avec qui je bosse très très bien et qui est très inspirante et surtout très bienveillante dans sa manière de conduire les shootings, avec qui j'ai travaillé sur une formation récemment. Et je vais parler de Charlotte aussi, qui s'appelle Dryad Alice sur Bordeaux, avec qui je fais toujours des projets hyper intéressants et avec qui c'est un vrai plaisir de travailler et où on sent que c'est une ambiance très saine. J'ai une dernière question pour conclure ce podcast brillant à laquelle vous avez été parfaite en tout point. Est-ce que vous avez toujours de l'espoir pour l'univers de la photo? Est-ce que vous avez toujours Bien sûr. l'envie que ça s'arrange, que la relation modèle elle soit toujours de plus en plus meilleure? Est-ce que vous pensez qu'on va sur la bonne voie? Déjà, je trouve qu'il y a de l'amélioration déjà depuis un moment. Maintenant, il y a de plus en plus de modèles en plus qui font de la prévention sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus de personnes qui... Et de photographes aussi. Oui, des photographes aussi d'ailleurs. Et ça, c'est très très cool. Il y a les mentalités aussi qui évoluent de façon Bien de sûr. manière générale, donc forcément ça s'applique aussi au monde de la photo. Puis on a commencé le podcast en parlant de plaisir. Je trouve ça cool de finir en parlant de plaisir, en disant que là, on parle d'un sujet qui est grave et c'est ultra important. Mais en vrai, la majorité des facettes qu'on découvre en se lançant dans le milieu de la photographie, de l'art, de la mode, etc., c'est quand même énormément de plaisir, de projets qui font rêver, de rencontres qui sont extraordinaires et de moments passés qui sont quand même vachement extra et qui vont créer un quotidien qui a quand même, comment dire, cette unicité d'être pas du tout comme les autres. Donc en vrai, évidemment qu'il y a de l'espoir et encore plus loin, il y a quand même cette solidarité, cette envie de continuer et de rêver jusqu'au bout, quoi. Et puis je sais pas pour vous, mais c'est quand même 95% de fun et puis les 5% c'est mauvaise expérience. C'est ça, bien sûr. Oui, c'est ça, t'as raison. On retient souvent le négatif, mais là-dedans, il y a quand même cette expression qui est juste unique, quoi. Ces gens incroyables et puis ces images, ce résultat final où à chaque fois on se dit j'ai envie d'encore plus. Ouais, On va pas vraiment, s'arrêter c'est là. adjectif. Pour conclure ce podcast et dire au revoir, j'aimerais que chacune vous donniez en une phrase un conseil à un modèle qui veut se lancer là, maintenant, tout de suite. Quand il y a un On doute, a il n'y a pas trop. de doute. Moi, je dis, ouais, fais confiance à ton instinct. Lance-toi, en fait, on n'a qu'une vie. Si t'aimes bien, tu continues. Si t'y arrives, tu continues. Si t'aimes pas, au moins t'auras essayé. Essayez l'expérience. Ouais. quoi qu'il Et arrive. rester motivé, donner tout, en fait. Quand on veut Ouais. quelque chose, il faut aller le chercher. Et un autre conseil en vrai, c'est qu'il n'y a pas de profil pour faire de la photo. Oui, Tout Non, le bien monde sûr, tout le peut monde. faire de la photo. Et moi, mon conseil, ce sera exprimez-vous. Vous avez forcément quelque chose à dire, que ce soit à l'écrit, en chanson, en peinture. La photo, c'est un autre moyen d'expression, et si ça peut vous aider à vous sentir bien, à vous sortir du noir, à vous faire rencontrer des gens, à vous faire confiance, à exprimer une autre facette de vous, incarner une créature, peu importe. L'important, c'est que vous vous exprimiez. Sur ce, je vous remercie. Je te remercie Laura, je te remercie Merci. Jade, je te remercie Dana d'être venue. Vous pouvez suivre le podcast Focus sur YouTube et sur Spotify. Si l'épisode vous a plu, merci de laisser une super note, de laisser des commentaires, de nous suivre sur les réseaux et de partager du contenu de ce podcast qui peuvent vous plaire. Et surtout, si vous pensez que c'est utile à certains ou certaines, n'hésitez pas à le partager et à nous mentionner à chaque fois que vous le faites. Puis on a hâte de voir vos créations. Et on a hâte de voir ce que vous allez faire. Faites-nous rêver. Des bisous les gens! Bisous.
Et coupé. Allez, c'est bon.